Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Suite à votre votation sur l'onglet communauté, on va traiter de l'attaque avec un missile catégorisé comme ICBM par les Russes sur la ville du Dnipro, qui était la troisième ville du pays, une agglomération d'environ 1,4 million d'habitants. Alors, ce qui va être intéressant de regarder, c'est 4 points. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est qu'un missile ICBM. Le deuxième, c'est quelle était la cible visée. Et est-ce que c'était logique d'un point de vue militaire d'utiliser de l'ICBM? Spoiler alerte, non. Du coup, quel était l'état final recherché? Se poser la question de l'escalade voulue ou non. Ensuite, nous allons nous poser une petite question sur le nucléaire et l'évolution des doctrines. Est-ce qu'une nation dotée est forcément protégée? Il y a pas mal de modifications cette année à prendre en compte. On va connecter un petit peu les points, comme disait Steve Jobs. Et après, derrière, on va ouvrir un petit peu le champ de la réflexion. L'idée n'est pas de vous dire quoi penser, mais de vous amener à réfléchir dans certaines directions en redécouvrant, d'une certaine manière, l'utilisation qui avait été pensée pour le nucléaire lors de la guerre froide, avec notamment les SADM, des toutes petites bombes nucléaires de 90 kg ou encore des missiles RR nucléaires. Et vous allez voir, quand il s'agit de nucléaire et quand il s'agit de guerre de manière générale, il y a des ingénieurs qui ont beaucoup d'imagination. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Embarquez vos équipes en mode avion lors de votre prochain séminaire. Nos escales, leadership, l'excellence opérationnelle ou le renforcement de l'esprit d'équipe, en toute sécurité. Co-créons le plan de vol de votre événement, de la conférence inspirante d'AT, Aux tables rondes interactives et ateliers collaboratifs animés par Laurence. chaque minute de votre événement alignera vos équipes, Vers l'état final recherché du séminaire. catapultez votre événement en me contactant sur LinkedIn ou sur debrief.org. La citation du jour nous vient de Pierre Hébé. La vie offre toujours deux pentes, grimpe où on se laisse glisser. Ces derniers jours dans les médias, la grande question était est-ce que cette utilisation d'ICBM était quelque chose d'escalatoire? Comme d'habitude, vous avez deux opposés qui s'affrontent, le camp des pro-ukrainiens qui nous explique que absolument pas et que les Russes font déjà tout ce qu'ils peuvent faire, et de l'autre côté, le côté russe qui nous explique que eh bien, c'est un avertissement qu'il faut prendre avec sérieux car ils ont des milliers de têtes nucléaires qui pourraient viser n'importe quelle ville et ne pas être arrêtés. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Essayons d'y voir un petit peu plus clair. Il existe différents types de missiles balistiques. Comme vous le savez, le missile balistique décolle, accélère très fort, monte dans l'espace et ensuite va venir piquer avec énormément d'énergie pour venir taper ses cibles. Il va avoir différents MIRV, différentes sous-munitions qui vont s'ouvrir et qui vont venir multiplier le nombre de vecteurs qu'il va falloir intercepter pour un système de défense. De plus, de nouvelles technologies existent où ces têtes vont pouvoir manœuvrer. Certaines seront dotées le jour où vous souhaitez envoyer l'arme nucléaire, d'autres seront inertes pour faire leur. Trois grandes catégories de missiles balistiques. Vous avez les Medium Range Ballistic Missiles de 1000 km à 3000 km de portée, les Intermediate Range de 3000 à 5005 et enfin les intercontinentaux, les ICBM supérieurs à 5005. Il y a pas mal de traités, donc généralement c'est plutôt sur les ICBM ces dernières années qu'il y a eu de l'investissement. On ne va pas rentrer dans trop de détails techniques. Il semblerait que le missile utilisé ait été un Oresnik qui est en fait un dérivé du RS-26. RS-26 qui est le petit frère du RS-24. Pour la faire simple, un RS-26 c'est opérationnel depuis les années 2010 environ. 36 tonnes, sur le papier 5800 km de portée, donc ICBM, dans les faits plutôt apparemment 1000 à 2000 km de portée. Jeudi dernier, il a fait environ 1000 km avant de frapper sa cible. Le RS-24, lui, pour vous donner une idée, c'est 49 tonnes, et là on va sur 11 000 km de portée, c'est autre chose. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces sous-munitions qui sont extrêmement complexes à intercepter. On peut le dire clairement, la France n'aurait pas la capacité à intercepter, l'Allemagne non plus. Les États-Unis, peut-être dans certains cas, avec leur système THAAD qui est par exemple déployé actuellement en Israël, mais encore faut-il que votre système soit proche de la cible visée. Donc pour la faire très simple, et c'est communément admis par la plupart des experts, arrêter ce type de missile est très compliqué. En français dans le texte, il ne faut pas compter dessus. Alors je vous rassure, c'est pareil pour les missiles occidentaux, ils ne vont pas être arrêtés par les Russes.
Alors, quelle était la cible? La cible était une usine qui est très connue et qui a une forte connotation historique, car lors de l'Union soviétique, c'était l'usine qui, en 1944, fabriquait des autos, mais rapidement s'est mis à fabriquer les premiers missiles balistiques soviétiques, avec dès 1951 le R1, puis le R2, le R5 a été le premier missile balistique soviétique, et après derrière différents modèles jusqu'au R36 avec une capacité à en sortir 120 par an. Derrière, ils avaient également des capacités dans le spatial. Cette usine a déjà été tapée en 2022, donc il en est vraiment plus sur du symbolique que sur de la volonté d'avoir un effet militaire. Pourquoi? Parce que l'ICBM, par nature, a normalement vocation à emmener une charge militaire. Il n'est donc pas réfléchi pour avoir ce qu'on appelle un CEP, une précision très bonne. Si vous regardez sur Internet, on vous dit que ce type de missile doit avoir 90 à 250 mètres de CEP. Là, quand on voit la vidéo, on est plutôt sur 500 mètres à 1 km. Et normalement, ce n'est pas vraiment un sujet puisque ça amène plusieurs dizaines, voire centaines de kilotonnes. Donc, ça fera quand même malheureusement le job. Donc, est-ce que d'un point de vue militaire, cela fait du sens de vouloir utiliser un ICBM pour taper une usine? Absolument pas. On est clairement dans la volonté de communication, et on le voit d'ailleurs avec cette interview assez mise en scène, mais également dans une volonté politique. Et là, eh bien, c'est le président Poutine qui a clairement enfoncé le clou. Alors, escalade, pas escalade, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, on ne va pas refaire toute la jeunesse des choses, mais si on regarde ces derniers mois, vous avez les Ukrainiens qui sont rentrés dans la région de Koursk, qui ont toujours l'équivalent de 2 petits départements français, environ 500 km² en territoire russe, ce qui aurait permis aux Russes de déclencher l'assistance de troupes nord-coréennes. Et vous avez très récemment cette semaine le président Biden qui a autorisé les Ukrainiens à faire feu avec du matériel américain en territoire historique, si je puis dire, russe, parce que ça a déjà tiré en Crimée, par exemple. On se retrouve donc avec une réponse de la part des Russes avec cette utilisation d'ICBM, une première dans la guerre, qui a clairement vocation à plus marquer des esprits qu'à marquer le champ de bataille. D'ailleurs, quand vous utilisez ce type de missile, la bonne pratique veut que vous préveniez des nations dotées. C'est pour ça que les Américains ont été prévenus plusieurs heures à l'avance. Cela permet d'éviter qu'ils pensent qu'ils sont attaqués nucléairement ou qu'un de leurs alliés est attaqué nucléairement, ce qui pourrait les amener à tirer de manière nucléaire contre la Russie en réponse. Les Iraniens ont fait pareil, ils ont prévenu au moment où ils faisaient leur frappe contre Israël. Pour l'instant, je vous téléphone pour vous dire qu'il se passe quelque chose de terrible. C'est un coup de fil, mais naturellement c'est un coup de fil amical. Dites-vous bien que s'il n'était pas amical, il est probable que vous ne l'auriez pas reçu. Néanmoins, je pense que vous êtes d'accord, ça fait quand même un petit peu suer dans les états-majors, parce que quand on vous dit, au fait, on tire un missile balistique dans telle direction, ça va voler quelques minutes seulement, vous ne savez pas vraiment si c'est vrai, qu'il n'est pas armé nucléairement, et ça met forcément des tensions dont on se passera bien. Alors, connectons un tout petit peu les points. Rappelez-vous, la guerre des Malouines, un pays doté, le Royaume-Uni, se fait envahir ses terres en dessous, au sud de la zone d'intervention de l'OTAN. Ils se retrouvent donc seuls et n'utilisent pas l'arme nucléaire pour aller libérer leur territoire. Les États-Unis, de leur côté, sont touchés sur leur territoire avec plusieurs milliers de civils perdus le 11 septembre 2001. S'ensuit un article 5 et une intervention en Afghanistan. Là encore, attaque d'un pays doté sans réponse nucléaire. Israël, de son côté, cette année, a connu 2 attaques massives contre son territoire. Une première avec drones, missiles de croisière, missiles balistiques, avec un préavis. Une deuxième avec un préavis beaucoup plus court. Et de l'attaque saturante, la plus grosse attaque de missiles balistiques de l'histoire. 200 missiles balistiques tirés contre le territoire israélien. Là encore, pays doté, attaqué par des missiles balistiques. On en a parlé sur la chaîne, c'est quand même pas banal. Pas de réponse nucléaire. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir du nucléaire si on n'utilise pas, alors même qu'on est tapé sur son propre territoire? Et c'est là où c'est très intéressant. On voit clairement ces derniers mois qu'il y a cette accélération du déplacement de la norme, de l'acceptabilité d'attaques de manière conventionnelle contre des pays dotés. Israël, Russie, sans réponse nucléaire. Cela veut donc dire que la dissuasion nucléaire, comme on la perçoit actuellement, a clairement des limites pour la protection de votre intégrité territoriale, mais également de la protection de vos citoyens ou de vos intérêts. Si on regarde cet excellent film USS Alabama, on voit clairement qu'à l'époque, le nucléaire est censé faire de la guerre un ennemi. À mon humble avis, à l'ère nucléaire, le seul ennemi est la guerre elle-même. Et si vous observez de près la géopolitique depuis maintenant
quelques mois ou quelques années, vous voyez clairement que les cartes sont en train d'être rebattues. Vous ne pouvez plus être entièrement protégé parce que vous êtes une nation dotée. C'est ce qu'on expliquait dans Au-delà de l'Ukraine, il y a maintenant plus de 18 mois. Vous avez en fait besoin d'une dissuasion en 3D. Dissuasion nucléaire, dissuasion conventionnelle, dissuasion industrielle. Et si vous n'avez pas les trois, vous n'allez pas faire peur à grand monde. Ou en tout cas, vous n'allez pas pouvoir empêcher l'adversaire de vous attaquer, voire de vous faire très mal. Alors que cette nouvelle guerre est en train de se mettre en place, ce nouveau terrain de confrontation entre puissances même dotées, il est intéressant de voir qu'en France, on n'a toujours pas relancé une réflexion sur un nouveau livre blanc. Il faut être franc, et la manière qu'ont les États de s'affronter ont complètement évolué dans les derniers mois. Et imaginez si demain, par exemple, une grande nation décidait de détruire des satellites d'une autre nation, n'autoriserait pas une réponse nucléaire de la part du pays. Il faudrait donc avoir des capacités conventionnelles pour pouvoir impacter l'adversaire. Donc on résume un tout petit peu. Vous pouvez être une nation dotée et vous faire attaquer sur votre territoire sans pour autant vous sentir légitime à envoyer le feu nucléaire et faire tout un holocauste. On est donc à un moment où certaines nations sont probablement en train de réfléchir à une nouvelle utilisation de la puissance nucléaire, en grande partie pour pallier leur faiblesse conventionnelle. Alors que les formats d'armées de nombreux pays sont de plus en plus petits, que les stocks de munitions sont de plus en plus faibles, et que la capacité de produire est de plus en plus dure à cause des chaînes d'approvisionnement de plus en plus internationalisées et complexes, il pourrait être intéressant de regarder ce qui s'était fait pendant la guerre froide, car il y a peut-être des pistes qui risquent d'être exploitées par certaines nations. Regardez ces SADM. C'est Special Atomic Demolition Munition. On est sur du 90 kg et de la force de 0,01 à 1 kilotonne. Bombe nucléaire d'Hiroshima, on est sur 15 kilotonnes. C'était Little Boy, pas si petit que ça. Ce type de bombe pourrait très bien être utilisé, par exemple, pour détruire un pont, détruire un barrage, détruire un dépôt de munitions. Et les Américains comptaient l'envoyer par parachutiste avec des forces spéciales. Alors officiellement, tout ça a été démantelé, mais pour certaines nations, recréer ce type d'armement n'est pas impossible. À côté de ça, vous aviez également des utilisations en missiles RR, par exemple l'Air-2 Genie ou encore l'AIM-26 Falcon avec sa charge de 250 tonnes, une W-54. Pas mal face à une concentration de bombardiers, par exemple. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans l'idée que se fait le grand public du nucléaire, c'est à un moment, on passe le seuil nucléaire et c'est la fin du monde. On s'envoie, comme à la fin d'Oppenheimer, des milliers de missiles, tout est vitrifié. Il est urgent dans les états-majors, et je ne suis pas inquiet, ils sont probablement en train de le faire, de réfléchir à tous les types d'affrontements proches du seuil nucléaire ou aux limites du seuil nucléaire, sachant qu'en fin 2024, on voit voler en Europe des missiles ICBM. Si vous voulez une bonne question pour l'école de guerre, quelle serait la réaction des différents pays dans le monde si demain, un petit drone naval se retrouve équipé d'une bombe de 1 kilotonne, se rapproche du pont de Kerch et explose? Ça mettrait de l'ambiance pour les négociations à venir, ça c'est sûr. L'agilité est quelque chose d'extrêmement important dans le monde de l'entreprise, dans un cockpit également, dans la tactique, mais également dans la stratégie. Et alors que le monde dans lequel nous vivons est en train de se transformer, il est urgent de ne pas avoir trop de certitude et d'être prêt à repenser et de faire preuve d'énormément d'ouverture d'esprit quant à l'utilisation du matériel militaire, son évolution dans les prochaines années et l'impact sur les doctrines. De nombreuses nations sous embargo ou sous sanctions nous ont montré leur capacité d'agilité et d'innovation. On parlera prochainement sur la chaîne d'ailleurs de porte-drones. Il y a d'autres domaines où nous pourrions être surpris. Ne faisons pas semblant de ne pas voir ce qui est en train de se passer autour de nous. Dernier exercice pour votre écrit, pour votre oral ce coup-ci d'école de guerre. Si demain, un missile ICBM avec une charge conventionnelle ou même sans charge venait à taper la France, croyez-vous vraiment que le président déciderait de lancer une bombe nucléaire contre le pays qui nous aurait agressés? Ce type de scénario était absolument inenvisageable il y a 3 ans. Notre monde a changé, notre livre blanc de défense, pas encore. Il faudrait peut-être retourner à la réflexion macro. À très vite sur la chaîne, et d'ici là, fly safe. Et vous inquiétez pas quand même, il y a une grande partie de tout ça, c'est de la guerre de la communication. Ils essayent de vous faire peur. Rappelez-vous ce que Clémenceau disait à la Première Guerre? Non, je ne crois pas, non. La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. Quand il disait ça, il y a une 50aine d'années, c'était peut-être vrai. Mais aujourd'hui,
La guerre est trop sérieuse pour qu'on la confie aux politiciens. Ces gens-là n'ont pas le temps, ni l'expérience, ni le goût des conceptions stratégiques.